Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Le Point. Toute l'équipe de l'émission Le Point est d'ailleurs ravie de vous retrouver, comme je le disais tantôt, pour essayer de décrypter encore ce soir l'actualité et en fait la une de l'actualité de cette semaine. Nous allons en parler ce soir avec Fabrice Pétési, directeur de publication du journal Le Libéral. Fabrice, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver après ce long moment d'absence. Oui, c'est un plaisir également. Voilà, nous avons également sur ce plateau Ambroise Konjo, lui il est journaliste et analyste politique. Ambroise, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonjour également à Fabrice et les téléspectatrices et téléspectateurs de l'État Santé. C'est également un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Nous allons parler ce soir de plusieurs sujets puisque l'actualité de cette semaine a été riche en rebondissements. Nous allons notamment ouvrir les hostilités avec l'élection des 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante et ainsi que des 6 de la Cour constitutionnelle. Nous allons suivre le reportage qui va suivre. Tout juste après, on reviendra en plateau avec les confrères pour poursuivre le débat. Après ce vote, ça y est, les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante sont désormais connus. Après la suspension lundi dernier des travaux de la deuxième session extraordinaire, faute de consensus, les parlementaires se sont remis à la tâche ce mercredi. Après quelques heures de travaux, les différents membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été choisis à raison de 5 pour le parti majoritaire et 5 pour l'opposition, les 7 autres membres ayant été élus. au titre de la majorité parlementaire, M. Bieg Taïro, Bakaï Baoubadi, Madame Dossé Mokpokpo, Monsieur Keke Kofi Ayefoumé et Monsieur Ouro Akondo Bandifo. Au titre de l'opposition parlementaire, vous avez Monsieur Améléonou Essem Edo, Monsieur Atanchi Edem, Monsieur Omao Jean-Claude, Monsieur Nabourema Bemba, Monsieur Pasoki Ngalou. Pour le président du groupe parlementaire UNIR, tout s'est passé pour le mieux. Sur tous les cieux où il y a le dialogue entre trois partis, il y a toujours un facilitateur, c'est quelqu'un qui essaie de rapprocher les positions des uns et des autres. Et ce qui a été fait, et nous avons pu donc obtenir ce résultat. Et il y a eu plusieurs volontés qui sont manifestées et qui se sont mis au travail pour rapprocher les positions des uns des autres. Nous avons fait un travail qui était le nôtre et je pense qu'à l'issue de ce travail, c'est le peuple qui doit clamer sa satisfaction parce que ça nous permet d'avancer dans le processus électoral. Mais au sein de l'opposition, les avis divergent. Au début de cette discussion, il y a eu des rebondissements et autres. Les débats, les discussions ont continué et chaque groupe, la majorité et l'opposition, faisant preuve de bonne foi et de volonté de parvenir à un consensus, nous y sommes arrivés. Ça voudrait dire, et c'est la preuve qu'au Togo, nous pouvons régler les grands problèmes. Les organes, les institutions qui interviennent dans les élections, c'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Et tant qu'il n'y aura pas de réforme profonde pour que ces organes-là soient suffisamment neutres, pour que dans l'impartialité, chacun puisse avoir la garantie que ces élections-là ne vont pas être se penser d'un côté comme de l'autre, nous aurons toujours des problèmes. La troisième session extraordinaire a également permis de procéder au vote du remplaçant de M. Estaz Akbouchoui qui a désisté. C'est désormais Sibabi Bouchou qui devra prendre sa place au titre de représentant de l'opposition extra-parlementaire. Voilà, retour sur ce plateau, mes fidèles téléspectateurs de la radio-télévision d'État Santé. Vous avez compris, hein, nous allons ouvrir ce débat avec l'élection des 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'élection qui s'est faite de manière un peu difficile, hein, Ambroise Konjo. Oui, d'abord merci d'avoir posé la question. Je crois que le peuple attendait ça depuis. C'est vrai que ça n'a pas été ce que d'aucuns voulaient. Je ne vois en quoi l'élection devait avoir des difficultés. Surtout quand on sait que la poire est faite en deux, est divisée en deux. Il y a
le groupe majoritaire et l'UFC qui partagent aujourd'hui le pouvoir. Et il y a le groupe opposition qui réclame à ce que les choses soient claires dans le choix des membres de la CENI et au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc si ça a pu traîner, c'est l'hésitation qu'a eu l'UFC et l'entêtement qu'a eu l'UFC à s'accrocher à son statut d'opposition alors qu'il ne l'est plus aujourd'hui. L'UFC n'est plus un parti d'opposition. Mais pourquoi l'UFC n'est plus au parti d'opposition? Donc on me dira que Agboibois a participé à un gouvernement d'union. Il y a encore d'autres gouvernements d'union qui se sont passés. Et pourquoi pas? Pourquoi eux, ils sont restés dans l'opposition et que l'UFC non? Ici, il y a une nette différence entre un gouvernement d'union et un gouvernement de partage de pouvoir. Voilà. Parce que quand vous partagez le pouvoir, ça veut dire que vous partagez en même temps les postes de responsabilité. Notamment les ambassadeurs, les directeurs de cabinet, les postes sensibles, les attachés de cabinet et autres. Et c'est ce que l'UFC est en train de faire aujourd'hui avec le gouvernement depuis 2010, avec cet accord qui a été signé en mai entre Jésus Olympio et Fonya Simbe. Donc, si je m'en tiens à ce déballage ou à cet accord, je crois que l'UFC, dans le principe cardinal de la démocratie, ne fait plus partie de l'opposition. L'UFC doit entendre raison et de regagner la barque du parti au pouvoir en tant que groupe majoritaire. Si ils ont traîné les pas, c'est vraiment de l'hypocrisie et je crois que c'est malsain pour notre démocratie. Maintenant, quant à ce qui concerne le choix fait au niveau des partis de l'opposition, je crois que c'est parce que les gens sont obligés. Ils sont obligés parce que de ne pas encore attirer la foudre des citoyens, comme quoi ils sont allés à l'échec. Alors qu'on sait très bien que c'est le cas d'en face qui toujours pose problème. Moi, je ne vois en quoi on va être réticent à composer la CENI quand on sait que l'accord politique global précisait déjà que la composition doit être paritaire. Et si on est dans l'esprit, dans le respect de l'application de l'accord politique global, je crois qu'en principe, on ne devrait pas traîner les pieds. Voilà. Au-delà de cela, la composition même au niveau de certains partis et associations pose problème. Quand je prends le cas du PDR, le parti de Zarifou Aïvar qui n'existe que de nom, et des associations bidons et fantoches durant celle que dirige M. Tafa Tabiou, je ne sais si un Togolais a une fois entendu parler de cette association au Togo ici, alors qu'il y a toute une pléthore d'associations qui bossent sur le terrain, même qui sont proches du pouvoir, qui bossent sur le terrain. Voilà. Vous voyez? Donc, je me dis que c'est vrai qu'il faut s'en tenir à l'accord politique global. Mais au même moment, il faut tenir compte de la dynamique et des réalités de terrain, de la mobilité et des changements qu'il y a eu au cours d'une certaine période. Voilà. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui. Voilà. Et la plateforme que dirige aujourd'hui professeur Magla Kwakovi, il y a la plateforme de CNSS dirigée par M. Megapo. Il y a d'autres de la chose, M. Fabrice Cotizier, Ambroise a eu à développer plusieurs points, des arguments que vous partagez peut-être, notamment sur le statut de l'UFC. Oui, pas sur toute la ligne, le statut de l'UFC. D'abord, de façon classique, comme il a parlé de la démocratie, de façon classique, lorsque vous n'êtes pas au pouvoir et vous créez un parti politique, c'est que vous êtes de l'opposition, de façon classique. Puisque si vous épousez ce que le pouvoir fait, vous n'avez plus besoin de créer un parti politique. Si vous créez un parti politique, c'est pour vous opposer à celui qui est au pouvoir et chercher à parvenir à ce pouvoir-là et exposer vos idées et vos plans d'action et autres. Donc, sur ce plan, du point de vue classique, tous les partis qui sont là à côté du NIR, c'est des partis d'opposition. Voilà. Maintenant, lorsqu'on revient un peu dans le contexte togolais, il y a une loi aussi qu'il ne faut pas ignorer. Il y a une loi qui porte un statut de l'opposition. Cette loi, même si certains trouvent à redire par rapport à son contenu, elle reste encore pour l'instant la loi qu'on a, en attendant peut-être qu'un jour on la modifie pour que ça sert aux uns aux autres. Elle reste encore là. Et dans cette loi, il suffit de déclarer que vous êtes de l'opposition et vous l'êtes. Et donc, prenant en compte ces deux éléments-là, et puis la jurisprudence, quand on me dit partage de pouvoir et gouvernement d'union, dans les faits, moi, je ne vois vraiment pas de différence parce que Agboibois a dirigé. Il était même allé plus loin que l'UFC en prenant la tête du gouvernement et c'est lui qui a organisé pratiquement les élections de 2007. Ça ne l'a pas empêché de garder toujours son manteau
de partis d'opposition. Donc, il y a aussi cette jurisprudence avec la CDPA également, qui à un moment donné s'est dit, les élections présidentielles approchent, nous démissionnons pour pouvoir compétir et autres. Maintenant, aujourd'hui, prenant en compte l'ensemble de ces éléments-là, moi je crois qu'on peut dire que l'UFC a le plein droit de se prévaloir d'un parti de l'opposition, même si dans les faits, dans les pratiques, on a l'impression qu'il mène la même chose que le gouvernement. Mais il y a beaucoup de partis politiques qui ont eu à le faire par le passé, et il y a une loi également qui lui permet de se prévaloir de ce statut, et comme je l'ai annoncé dès le début, de façon classique, quand vous créez un parti politique, et vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes plus ou moins de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça a duré? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, on a voulu aller vite, et l'opposition, notamment les deux entités que sont l'Arc-en-Ciel et le collectif Second le Togo, avait demandé qu'on arrête les activités de la Commission électorale nationale indépendante, ce qui est normal parce que si l'ancienne équipe fait tout, qu'est-ce que la nouvelle fera? Et ça, mais en réalité, ce retard, on l'impute beaucoup plus à l'opposition qui est disparate. Quand on prend l'APG, c'est paritaire parce qu'on dit 5 de la majorité, 5 de l'opposition. Maintenant, au niveau de l'opposition, ce n'est pas une opposition homogène. Elle est un peu disparate. Et c'est à ce niveau il y a problème. Parce que vous prenez, il y a l'Arc-en-Ciel d'un côté, l'ANC a dit d'un autre côté, et puis l'UFC également, qui fait partie de l'opposition. Donc c'est à ce niveau il s'est posé un problème. S'il y avait une certaine unicité au sein de l'opposition, je crois que le problème aurait été résolu très rapidement. C'est ça qui a fait que les choses ont tardé. Maintenant, la société civile et autres, ces colorations, c'est relatif. On rattache telle organisation à tel parti politique et tout cela. C'est la réalité. Oui, c'est une réalité sur le terrain. Et puis surtout, à un moment donné, moi je vois un peu un paradoxe au niveau des Togolais, la classe politique. Ceux qui s'accrochent à l'accord politique global signé en 2006. Aujourd'hui, mais quand on dit aux gens qu'il y a des éléments dans cet accord qui sont caducs, ils disent non, qu'il faut respecter l'esprit de l'APG. Quand vous prenez un parti comme le PDR, c'est au nom de cet accord-là, c'est les signataires. C'est au nom de cet accord-là, ces partis-là aujourd'hui se retrouvent encore au niveau de la CENI parce qu'ils font partie de l'opposition. Idem pour la CDPA et autres. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a le reliquat de cet accord qu'il faut surtout au niveau des réformes qu'il faut faire. Mais il faut reconnaître aussi que les forces qui existaient en 2006, aujourd'hui, l'échiquier politique a changé et qu'il faut tenir compte de cela. Oui, je crois que quand mon ami Fabrice parlait un instant de l'homogénéité des partis politiques, le Togo n'est pas le seul pays à connaître cette homogénéité. Dans tous les pays, même en Ukraine, l'opposition est toujours hétéroclite et hétérogène. Donc, je crois que ça fait même partie de la dynamique des partis politiques. Vous créez un parti politique, votre objectif, c'est d'arriver au pouvoir. Donc, vous n'êtes pas appelé à vous forcément unir vos forces. Mais quand il arrive que nous soyons proches d'une échéance électorale, c'est là les tractations se font pour que les forces s'unissent pour combattre ou pour renverser la tendance qui est en face. Maintenant, quand Fabrice parlait en l'instant aussi du fait que il y a eu des gouvernements d'union, il n'y a pas tellement de différences. Je dis bien qu'il y a eu des différences. C'est Gélis Olympio peut-être qui n'a pas voulu être Premier ministre en ce moment. Parce qu'il est toujours dans sa gîte de grand leader. Donc, il ne voudrait jamais peut-être devenir Premier ministre. Dans les faits, il n'y a pas de différence. Il y a une différence dans les faits. Dans ce sens que Agbouibo n'a jamais envoyé des gens devenir ambassadeurs. Il n'y a jamais un accord tacite, un accord écrit signé entre Agbouibo ou le CAR et le pouvoir en place pour envoyer des ambassadeurs, envoyer des directeurs de cabinet. C'est ce que l'UFC a fait aujourd'hui et ça a été clair. Dans l'accord, ça avait été écrit. Je voudrais terminer, Fabrice. C'est juste pour te rappeler. Non, il n'y a rien à rappeler. Dans l'APG, les faits sont têtus. Ça avait même été dit que le Premier ministre revient à l'opposition, l'Union des forces de changement, qui à un moment donné n'a pas accepté ses revenus au CAR. Il appartient justement à l'UFC de déterminer pourquoi elle n'a pas pris soin d'occuper le poste. Mais ce qui a été défini, Agbouibo n'a fait que 9 mois et Agbouibo n'a jamais, je le précise, envoyé quelqu'un, et cela n'a jamais été fait, ça n'a jamais fait objet d'un accord comme l'UFC l'a signé. Ça a été bien signé entre l'UFC et le clan Touro. Entre l'UFC et les autres. Quand vous allez approcher maintenant les dissidents, les membres dissidents qui ont aujourd'hui un parti politique au sein de l'Assemblée et qui sont aujourd'hui responsables de partis dans le pays qui ne sont plus de l'UFC, ils vous le diront. Honnêtement, ils vous le diront. Ça veut dire que ça a été un accord pour l'apaisement. Gélis Olympio a été pendant longtemps un leader et il a été toujours opposant. Il faut ramener le peuple à l'apaisement et à un changement
en douce. C'est ce qu'ils disent. Voilà. C'est ce qui les a amenés à aller signer un accord. Aujourd'hui, les faits sont là et aujourd'hui, les résultats sont là. Ils ont signé un accord, mais qui au final ne leur apporte rien. Oui, je souhaiterais, Ambroise, qu'on revienne un peu sur la composition des membres de la CENI, parce que nous avons... Je reviens maintenant sur la composition des membres de la CENI. Il y a une question que je vais vous adresser, c'est celle-ci. On a eu l'impression que ce que le collectif Sauvons le Togo, le CST et la coalition arc-en-ciel refusaient, ils ont fini par l'accepter. Vous savez, moi je ne prends pas la démarche en ces termes, tels que vous la développez. Je crois que, vous savez, quand vous cherchez une chose, vous ne pouvez jamais encore vouloir son contraire. Si l'ANC, je ne suis pas de l'ANC, moi j'essaie de suivre la démarche des gens, parce que c'est le peuple, le même peuple qui critique souvent l'opposition, qu'ils sont en panne de stratégie, ils sont en panne de tel mécanisme pour pouvoir arriver au pouvoir depuis 24 ans, rien n'est encore fait. Et vous voulez que ces partis d'opposition-là se permettent encore de rater un cocher dans la phase du processus de ces élections qui s'annoncent ardemment. Je voudrais bien dire que les partis de l'opposition n'ont plus intérêt à faire un recul. Oui. Parce que la stratégie que débattent souvent ceux qui sont en face, le pouvoir en place, c'est de tendre un piège à l'opposition et que cette opposition-là joue encore au dilatoire ou joue encore aux cartes blanches et qu'au final, ils occupent toutes les chaises. Voilà. Là où je viens en venir, c'est... Donc, l'opposition a voulu éviter ce scénario et ce n'est même pas une concession, ça a été une concession difficile. Mais ils n'ont pas pu l'éviter. Ils ne peuvent pas l'éviter. Il évite, le parti uni va encore avec... le parti uni, UFC, va encore occuper la CENI et ils vont vouloir aller. Je donne juste l'exemple de la Cour constitutionnelle. Ça fait combien de temps ils ont nommé les membres et on presse seulement aujourd'hui ou demain. Fabrice, le point sur la question que j'ai posée à Ambroise, il n'a pas répondu à la question. J'ai répondu à ta question. Oui, c'est-à-dire que l'attitude de l'opposition, je crois que l'opposition a tout simplement, surtout l'ANC a tout simplement compris qu'il ne fallait pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Voilà. Quand vous prenez les dernières élections législatives, notamment le 25 juillet dernier, vous savez que c'est pratiquement à 2 ou 3 jours qu'ils sont allés occuper leur place au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Cela voudrait dire que c'est des revendications qu'ils avaient déjà posées par le passé qui n'ont pas été prises en compte. Donc, moi, je suis d'accord que ce n'était pas la peine encore de tirailler quand on sait que ça devrait aboutir au même résultat. Il vaut mieux prendre le train au départ que de venir le prendre à un niveau donné où tout est déjà fait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de s'entendre. Et ils pouvaient qu'accepter cela, parce que dans la mesure où, au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas la majorité, mais sachez que ça va être difficile de faire passer certaines de vos préoccupations. Et c'est pour cela, en allant aux élections la dernière fois, chaque parti a eu à dire « donnez-nous la majorité pour qu'on fasse ci, pour qu'on fasse ci ». Aujourd'hui, ils n'ont pas cette majorité, mais UNIR ne va pas leur faire le cadeau pour dire « bon, il n'y a pas de sentiment en politique ». Donc, ils se sont entendus par rapport à l'APG dont on parle, pour la parité, et maintenant ça jouait comme ça pouvait jouer, et c'est la même chose au niveau de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où on n'a pas réussi encore à faire des réformes au niveau des institutions. Oui. Donc je crois que c'est la même chose, et on ne peut pas en vouloir aujourd'hui à l'opposition d'avoir peut-être baissé la tête, mais il ne pouvait vraiment rien à mon avis. Voilà, et le maître Dodiapevon, le membre président du CA, fustigeait l'élection des 6 membres de la Cour constitutionnelle. Cette élection s'est faite en l'absence de l'opposition, Ambroise Mondio. Qu'est-ce que l'accord politique global dit au sujet des réformes constitutionnelles? Qu'est-ce que le CPDC 1 et 2 recommande au sujet des réformes constitutionnelles? Qu'est-ce que la CVJR recommande sur les questions de réforme constitutionnelle? La recomposition de la Cour constitutionnelle est intégrée, fait partie des réformes constitutionnelles annoncées plus tôt. Mais je crois que les gens ne veulent pas aller à cette démarche-là, à cette réforme-là. Les gens ont peur de perdre les élections carte sur table. Les gens ont peur d'être surpris sur le terrain électoral. Donc, autant mettre les garde-fous qui pourront nous garantir une victoire, même s'il n'y en a jamais eu. C'est ça la vraie question qui pousse le pouvoir en place à s'installer dans une chaise qui ne lui appartient en réalité pas. Parce que la chaise vous appartient à tous. Il faut arriver à vous entendre. Voilà. S'ils arrivent à avoir un consensus tel que monsieur le ministre, l'ancien ministre des Sports, le disait à l'instant, mais ils peuvent
peuvent aussi s'entendre dans un mini-dialogue, trouver un consensus pour les réformes constitutionnelles. Depuis qu'on a commencé ces réformes institutionnelles, je prends le cas de la justice, allez voir ce qui a changé. Rien n'a changé, c'est des badigeons. Rien n'a changé. C'est des peintures, tout ça là que vous voyez. Mais au fond, au niveau de la morale, au niveau de l'éthique, rien n'a changé. À part quelques efforts que font certains magistrats, rien n'a pratiquement changé. Voilà. La justice est toujours aux ordres. Et les pouvoirs ne sont pas indépendants. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que de la manière à la va-vite ou à la vitesse où on est en train de nous annoncer qu'on doit aller à l'installation de la Cour constitutionnelle, ça prouve à suffisance que c'est fermer la porte à toute sorte, on a besoin d'installer cette Cour le plus tôt possible. Parce pourquoi que nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Nous sommes à plusieurs mois des élections. Oui, mais il faut les préparer en avance. Qu'est-ce que vous voulez préparer en avance? On court pour aller où? Qui va aller voter? C'est le peuple, non? Tout ça, ils le font pour qui? C'est pour le peuple. Mais attendez de voir le peuple donner son avis sur la question. La Cour constitutionnelle, même si c'est... Il faut commencer très tôt, même avec la CENI. Vous voyez combien de fois ils ont traîné les pas pour recomposer la CENI. Pourtant, on n'autorise pas une ancienne CENI à commencer un travail qui concerne une élection à venir, tant on a une autre configuration à l'Assemblée. Mais eux, ils ont continué à travailler. Jusqu'à ce que les gens ont crié sur les toits, ils se sont ravisés, ils ont maintenant composé. Il fallait même les laisser, ils pourront même recomposer la CENI avec essentiellement les membres du parti au pouvoir et des associations fantoches et bidons. Donc moi je dis aujourd'hui, vous savez, ne nous volons pas la face. Ça sent beaucoup de choses quand ils courent pour aller installer. Vous prenez le cas de l'ancien procureur de la République. Comment Bakaye a été renvoyé mani militari au parquet. Aujourd'hui, il est à la CENI. Demandez-vous si ce n'est pas un travail, un sale boulot que ce monsieur viendra faire. Laissez-moi terminer. On ne peut pas prévoir. Non, je ne prévois rien. Mais la personne a été remerciée de la manière dont tout le monde sait. On ne nous a jamais dit pourquoi il a été renvoyé là-bas. Maintenant, on l'emmène à la CENI pour une élection hautement qualifiée. On ne peut pas prêter. Aujourd'hui, moi, ce ne sont que des explications telles que... Moi, je fais des mauvaises analyses. Voilà. Ça voudrait dire que ça sent mauvais. Et quand vous voyez aussi les gens comme le PDR, qui n'existent que de nom, les gens comme l'association de Tafetaviou, je le dis en même temps, qu'est-ce qu'ils viendront faire pour les Togolais? Il y a des associations plus représentatives au plan national. Voilà. Il y a le UDAF Togo, il y a plusieurs réseaux. Donc aujourd'hui, je crois que la composition laisse-moi terminer. La composition des membres de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, avec la nomination d'Abdou Assouma par le chef de l'État, il n'y a rien qui va changer. Le peuple doit s'attendre que les élections à venir sont déjà peut-être gagnées d'avance. Voilà, Fabrice, voilà, et Ambroise. Oui, c'est un peu ça. Je ne suis pas là pour décourager les gens, mais je suis désolé. C'est un peu ça. Je suis vraiment désolé. C'est un peu ça ce qui est un peu dommage dans nos pays. Parce que quand vous voyez le débat, on donne l'impression comme si quand vous avez vos gens à la CENI et à la Cour constitutionnelle, vous gagnez les élections. Alors si ça n'est ainsi, pourquoi on nous gêne un dimanche matin d'aller accomplir le vote? Je crois qu'il va falloir... les élections, mais on n'en a plus besoin. Parce qu'on sait déjà les résultats d'avance. Maintenant, quand vous prenez plusieurs recommandations suggérer une CENI technique, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore de CENI technique. Voilà. C'est des gens comme cela, parfois qui ne savent rien de l'organisation de l'élection. Mais vous allez les voir, ils sont là parce qu'ils sont au devant des partis politiques et tout ça là. Maintenant, par rapport à la Cour constitutionnelle, c'est vrai qu'il aurait dû avoir des réformes, mais on ne sait pas qu'est-ce que la réforme devait apporter. Parce que je vais vous citer l'exemple d'un pays qui est un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, principalement le Sénégal. Tous les membres de la Cour constitutionnelle, là-bas, ils appellent ça Conseil constitutionnel. Tous ces membres sont nommés par le chef de l'État. Allez vérifier. C'est une question de probité morale. Allez vérifier. Donc, les présidents ont été élus de façon démocratique et transparente. Donc, cela voudrait dire que ici, le chef de l'État nomme 3 et puis l'Assemblée nationale nomme 6. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il revient, il a parlé, par exemple, en parlant de la justice, il a parlé des juges qui font un effort. Mais en réalité, la modernisation de la justice, ça devait venir de l'effort des juges. Ce n'est pas les bâtiments qui vont se métamorphoser et autres. Ça devait venir de l'effort des juges. Maintenant, on a nommé des gens. Le président a nommé l'Assemblée nationale. Il revient à ces gens-là de faire leur travail. Et maintenant, sur le plan juridique, si ça pose problème, on verra qu'est-ce que le contentieux électoral dira et autres. Donc, aujourd'hui, penser que, bon, il faut avoir la CENI, ça voudrait dire
Ça voudrait dire que si l'opposition se bat aujourd'hui pour prendre la présidence de la CENI, c'est pour qu'on vienne proclamer les résultats en sa faveur. Ce n'est pas la CENI qui vote ni la Cour constitutionnelle. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, il faut chercher à savoir est-ce que le jeu démocratique est plus ou moins clarifié par rapport aux élections à venir. Est-ce que ça va être transparent? Je crois que c'est à ce niveau il y a problème. Est-ce que les résultats qui seront dans les urnes, ce sont ces résultats-là qui seront proclamés? Maintenant, si on nous prouve que ceux qui sont là, il y a autre résultat et ils lisent autre chose, là, on va aviser. Mais jouer sur le fait que si c'est elle qui est là, ce n'est pas sûr qu'on aura tel ou tel résultat. Prenons le cas de Robert Bakaï, c'est lui qui parle de renvoyer. Quand vous êtes procureur de la République, je crois que depuis que la République togolaise existe, il n'y a pas que Robert Bakaï qui a occupé ce poste. On sait comment quand vous l'occupez, c'est que attendez voir ce qu'un jour vous partiez. Il y a même pas de la même manière. Il y a même un ancien ministre également, il était le dernier à rentrer au gouvernement, c'était le premier aussi à partir. Je parle de Taïrou Babiégué qui a été... Ça aussi, on sait comment ça se passe là-bas. Donc aujourd'hui, cela voudrait dire que à un moment donné, il était à un poste, on l'a dégagé. Maintenant, il faut voir si est-ce qu'il a la compétence pour agir dans tel ou tel autre. Donc, aujourd'hui, mon problème, c'est de voir si est-ce que les conditions sont réunies pour une élection transparente. Sinon, vous avez beau avoir un président de la CENI, on l'a vu en Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas vraiment gagné, je ne pense pas qu'il puisse lire le contraire de ce qu'on va lui envoyer au niveau des CENI. Quand il parlait de Robert Bakaï et de l'autre, je crois que pour le cas de Robert Bakaï, par exemple, un monsieur que tout le monde connaît dans ce pays, et on vous dit que c'est un monsieur, selon les informations, il est mis à la disposition de l'administration publique. Mais comment un magistrat peut être rapidement mis comme ça, alors qu'il avait son manteau de magistrat? Ça c'est le premier aspect. Quand il parlait de l'élection, de la transparence ou non de la chose, vous savez, avant qu'une élection ne soit prédite ou ne soit précitée d'être transparent, pour demain, c'est le mécanisme qui conduit à la préparation et à l'organisation de ces élections. Et il y a des indicateurs qui le prouvent, que cette élection-là, déjà en amont, vous savez que ce serait transparent. C'est ce que le Sénégal a fait. Le Sénégal a une culture de démocratie depuis fort longtemps, depuis le départ du président Senghor. Et quand Diouf était arrivé, il avait voulu faire ce qu'il avait voulu faire. Mais il a vite compris que, monsieur, quand vous ne partez pas, Ouad a voulu faire pire. Mais on lui a fait comprendre que, monsieur, la chaise là, c'est une chaise qui est éjectable. Donc, il est parti finalement. Et ce mécanisme-là fonctionne aujourd'hui. C'est les citoyens qui ont une culture de l'électoral, une culture de la démocratie. C'est un mécanisme qui est vraiment différent de ce que nous avons chez nous au Togo. Et le fonctionnement moral et éthique et déontologique de tout ce mécanisme-là, de tout l'organisme-là, est différent de ce que nous faisons ici chez nous. Vous voyez combien de fois les VSAT ont sauté ici au Togo? Est-ce que ça a sauté aussi au Sénégal? Vous voyez combien de fois il y a beaucoup de choses, les CELI, la manière dont les CELI fonctionnent. Donc il y a tellement de choses qui sont vraiment incohérentes avec ce qui se passe dans une démocratie comme le Sénégal. Comparaison n'est pas raison. N'avisons jamais à comparer le Togo au Sénégal. Et là-bas, l'alternance est une règle là-bas. L'alternance est la règle. Quand le président Macky Sall disait le mandat, c'était un certain an, il l'a ramené à 5 ans et il part après les 2 mandats. Il a même voulu faire un mandat et partir. Ça voudrait dire qu'il y a une volonté tacite qui vient même de celui qui occupe le fauteuil présidentiel. Voilà. Est-ce que cette volonté-là peut aussi émaner chez nous au Togo? Ne serait-ce que ça. Vous pouvez vous donner toutes les routes de Lomé ou de tout du Togo. Mais quand votre heure arrive à partir, vous le ferez. Mais allez vérifier. Je vais terminer en disant, allez vérifier aux États-Unis. Mais quand les démocrates viennent, c'est pour renflouer les caisses de l'État. Mais quand les républicains viennent, c'est pour démolir. Et c'est pour vider les caisses. Mais tous s'entendent comme ça. Tous s'entendent comme ça. Alors quel est le cas chez ils font 2 mandats, ils partent. Alors que la Constitution américaine ne prévoit jamais la limitation des mandats à 2. Vous voyez ça? Non, c'est pour juste dire, quand il parle de l'alternance au niveau du Sénégal, il a dit comparaison n'est pas raison. Quand vous prenez les constitutions aussi, elles ne sont pas les mêmes. Abdoulaye Wade, là-bas, je crois que le mandat est limité. Elles ont le même socle. Les constitutions ont le même socle. Oui, c'est-à-dire que là-bas, le mandat est limité, alors que chez nous, le mandat n'est pas encore limité. Qui a débattu la Constitution? C'est le peuple qui a demandé ça. C'est le peuple qui a demandé à débattre la Constitution. C'est les groupes de minorités là qui sont assis quelque part et ont voulu. On va laisser Fabrice parler. C'est lui qui a commencé. Non. Tu le laisses parler parce que quand j'ai suivi son discours, j'ai vu en lui un démocrate qui me le prouvant me concerne.
concédant au moins quelques secondes seulement de parole. Pour dire que ici, même si la Constitution ne limite pas le mandat, il revient maintenant aux électeurs d'en décider. Et quand tu cites l'exemple du Sénégal, j'en ai cité, il m'a dit que comparaison n'est pas raison. Mais c'est pour dire qu'en réalité, quand on prend les membres de la Cour constitutionnelle au niveau du Togo, alors jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on l'a vu. La CELI, ou comment ils appelaient ça, a dit autre chose et la Cour constitutionnelle a dit autre chose. Et on a vu ce que ça a donné. Mais ici, il faut que les gens nous donnent la preuve que ceux qui sont, on les oblige à ne pas dire la vérité. Moi, c'est un peu ça qui me pose problème. Voilà. Au Sénégal, c'est Abdoulaye Wade qui a nommé les membres du Conseil constitutionnel, mais ça n'a pas empêché à ces gens-là de dire, voilà mon gars, tu as perdu. Donc c'est un peu cela. Voilà. Ce n'est pas un individu, le changement d'un individu qui va faire le changement de tout un pays. Il faudrait que à chacun de nous, lorsqu'on vous met à un poste, vous sachiez que vous êtes au service du peuple et non au service de celui qui vous a nommé. Parce que tant que ça continuera comme ça, ça va être flou. On va penser qu'il faut qu'un jour quelqu'un de l'ANC soit à la tête de la CENI avant que l'ANC ne gagne les élections. C'est là, je dis, là, on est encore très en retard. Je voudrais juste conclure en disant que quand il parlait de l'individu, un chef d'État peut impulser la dynamique de changement dans un pays. Un seul chef d'État. Voilà. Et il a le pouvoir de le faire. Voilà, nous allons rester toujours en politique pour parler cette fois-ci du départ en exil du commandant Olivier Ama. La nouvelle fait la une de l'actualité depuis cette fin de semaine. Je ne sais pas si Ambroise est informé et Fabrice, vous êtes informé de ce départ? Oui, moi je sais quand même qu'il a des problèmes avec la justice. Il a été convoqué par un juge et qu'au final c'est le juge qui était disponible. Voilà. D'abord, moi, ça me pose un problème administratif. Vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un que vous soyez au même moment indisponible. Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est l'information qu'on a eue comme quoi il est injoignable. D'abord, quand on parle de quelqu'un qui est injoignable, ne signifie pas forcément qu'il a quitté le pays. La personne peut être au Togo, mais volontairement éteindre son portable pour ne pas être dérangé. Mais il y a une lettre qu'une association de la diaspora togolaise a adressée au Parlement de l'Union européenne, affirmant qu'il est parti et qu'il n'est plus à Lomé. Là, je n'ai pas l'information. Voilà. Supposons que je m'en tiens à cette information-là. Voilà. En faisant cette analyse suivante. Le gars a été pris, il a fait pratiquement plusieurs années en prison, dans le cas des affaires d'attentat de la sûreté d'État avec Batia Gnassingbé. Il a été blanchi et il a été dédommagé. Voilà, mais il n'a pas repris son poste. Maintenant, il a aussi eu... Il n'a pas été blanchi. Bon, si on dédommage la personne, ça veut dire que la personne est disculpée. Et cette personne-là doit rentrer dans ses droits. C'est ce que je suis en train de comprendre. Voilà. Vous dédommagez quelqu'un, ça veut dire que vous reconnaissez que la personne n'a rien fait au fait avant que vous l'inculpiez. Maintenant, l'autre problème qu'il a eu également, c'est cette affaire avec Namtougli, Félix, lors d'une interview. Ce que moi, je ne trouve pas. Parce que pour le journaliste, il a fait son travail. Et pour Ama Gnassingbé, ça a été un ancien officier de la gendarmerie. Et on lui pose une question qui concerne son corps, il est à même de répondre. Je sais concrètement ce qu'il a répondu là-bas, mais moi je ne trouve pas trop de choses. Je ne suis pas dans le dossier. Oui, mais ce que je sais. Appelle par exemple les corps habillés à prendre leurs responsabilités, c'est pas une forme de... Ça c'est vous qui le dites. Moi, c'est une question je ne prends pas en ces termes. Voilà. Tout dépend de ceux-là qui l'interprètent de la manière. Mais je veux revenir sur son départ précipité. Si éventuellement ça a eu lieu. Quand vous êtes mis aux arrêts, vous êtes pris dans les filets de la police ou vous êtes mis en prison, la prison est la pire chose qu'on peut souhaiter même à son ennemi. Effectivement. Toute votre liberté est gâchée, même si on dit aujourd'hui que certains gros sont en prison avec des salles climatisées. Vous pouvez beau avoir une prison 5 étoiles, comme on a à l'arrêt avec les Gbagbo et autres, vous n'êtes pas libre. Ça ne peut être jamais souhaité à son ennemi. Peut-être le gars a peur de retourner dans les mêmes accailles, dans les mêmes enfers. Mais il avait été et la prison, c'est pratiquement un enfer. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle convocation? Et pour Félix, par exemple, je lui souhaitais qu'il ne parte pas, qu'il réponde. Mais pour lui, Ama, il est le seul à savoir pourquoi il a quitté. Si éventuellement il a quitté au Togo, il est le seul à prouver pourquoi il a quitté. C'est un monsieur qui dirige une association très dynamique. Oui. L'association des victimes de la torture, qui a participé aux rencontres de jeunes de Genève, dans le cadre de rencontres périodiques. Et la manière dont la personne a fait des déballages, il a dit des choses qui sont des choses vraies concernant la torture.
je crois que peut-être il a peur de retourner dans le même cachot et de subir des choses qu'il ne voudrait pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on lui reproche actuellement? C'est un peu flou. C'est que, pour le moment, le juge n'a pas eu le temps de parce que moi, je ne trouve pas des raisons valables de le convoquer. Ça, c'est vous qui le dites. Peut-être le juge a une raison valable. Voilà. Oui, il doit forcément. Bon, d'abord, sur le cas Olivier Ama, c'est pour dire que, contrairement à ce que mon confrère disait, il n'a pas été blanchi parce que quand vous suivez un peu comment le procès s'est déroulé, il avait déjà passé 2 ans en prison. Voilà. Et donc, ce jour, après le procès, on a dit qu'il est condamné à 2 ans de prison, ce qui voudrait dire qu'il recouvrait sa liberté. Il a déjà purgé la peine. Oui, il a déjà purgé la peine. Donc, on ne peut pas dire qu'il était blanchi. Maintenant, le dédommagement était un peu lié par rapport au fait qu'ils ont été torturés au niveau. Mais quand vous suivez, moi personnellement, j'ai suivi ce procès de bout en bout. Quand vous suivez ce procès, vous vous rendez compte que des gens comme Olivier Ama, c'est des gens qu'on peut considérer comme des malchanceux par rapport à cette affaire. C'est-à-dire, vous étiez là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, ça s'est senti. Et vous allez voir tous ceux qui ont eu une condamnation qui tourne autour de 2 ans et qui étaient dans le même registre. Oui, bon, je crois que peut-être l'État a joué pour le fait que, alors, si on dit qu'ils n'en sont pour rien, ça voudrait dire que les 2 ans là, il va falloir prendre ça en compte et le dédommagement devait être... C'est une analyse personnelle que moi j'ai faite. Voilà. Mais après cela, j'ai compris la frustration du monsieur parce que c'est vrai que apparemment vous ne vous reprochez pas grand-chose, mais vous avez passé 2 ans de prison comme cela. Donc quand il est sorti, il a créé son association et autres. C'est ça qui a même permis à ce que l'affaire aille loin et qu'on le dédommage. Mais au-delà de cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État qui était plus ou moins classée, même s'il ressent encore des douleurs par rapport à cela, Olivier Ama s'est plus ou moins lancé aussi bien en politique que sur le terrain des défenses des droits de l'homme avec son association. Et il a même encore fait la prison par rapport à une déclaration qu'il a faite que le gouvernement jugeait. Et donc, ce qui est sûr, il avait affaire à la justice. Maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments? Ben, moi, ça me peine un peu si vraiment il a quitté le pays, qui se retrouve du côté de Genève. Je sais que l'exil, c'est une autre prison. Parfois, même, elle paraît plus difficile même que la prison d'ici, où vous avez parfois l'occasion de voir certains membres de votre famille. Il jouait beaucoup à l'officier courageux et bon, moi, ça m'a surpris un peu que j'apprenne qu'il est le premier à prendre la clé des champs comme cela. J'espère, c'est lui seul qui connaît les raisons. Peut-être qu'il y a d'autres raisons que nous ne maîtrisons pas, ainsi qu'il oblige à prendre la clé des champs comme on le dit. Mais vraiment, moi, je me dis qu'aujourd'hui, si c'est sur le plan politique, parce que avant ça aussi, on a eu des voix qui se sont élevées pour dire que bon voilà, il y a un complot contre les cadres du Nord, principalement les Kabyais qui sont contre le pouvoir et tout cela. Moi, c'est un débat qui me fait un peu sourire, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez certains opposants comme Olivier Ama, Abbas Kabua et autres, on donne l'impression comme si c'est la première fois que les Kabyais jouent aux opposants au Togo. Non, on a eu des exemples, et à une époque où il n'était pas facile aux gens de dire qu'ils sont opposants. Je prends l'exemple de Amanya Singbe, qui était au niveau de l'Union des forces de changement, et puis quelqu'un de l'ANC, j'oublie son nom. Il y en a eu, même le papa de Pascal Bodiona, c'était des opposants. Mais il donne l'impression comme si... Le contexte a changé, parce qu'aujourd'hui, ces gars sont infiltrés plus, ils étaient plus ou moins infiltrés. Non, ils n'étaient pas plus ou moins infiltrés. Ils n'étaient pas... Eux, c'est des gens... Eux, leur opposition est un peu intégrée, parce que c'est des gens qui ont fait le pouvoir, et puis on peut les classer dans la catégorie des aigris. Moi, ce que je vais dire, c'est-à-dire... Être Kabya, être opposant, ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà. Aujourd'hui, on retrouve des gens du Sud qui sont de unir, et donc ce n'est pas extraordinaire, parce qu'on les voit souvent clamer haut et fort, oui, je suis Kabya, mais je suis opposant. On s'en fout. On s'en fout. Vous pouvez choisir votre parti politique comme vous voulez. Mais votre origine ethnique ne vous ajoute pas un plus parce que vous êtes Kabya, vous êtes opposant. Ça ne vous n'êtes pas plus opposant que celui qui est Kotokoli ou alors celui qui est Mina et qui l'est également. Voilà. Donc on a très souvent présenté la chose comme ça. Donc c'est pour dire tout simplement qu'ils ne sont pas les premiers Kabya à être opposants. Il y en a eu. Il faut chercher à savoir ce que les gens comme... par exemple, nous prenons par exemple l'ancien ministre de l'administration territoriale,
Niger. Nous prenons le commandant Amar. Il y a encore qui est là. Il y a encore des exemples. Bokor. Vous savez combien, quand on prend l'exemple des colonels assis et tout ça, là, vous savez combien d'opposants il y en a eu. Il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, certains donnent l'impression comme si c'est un acte héroïque de dire que je suis Kabylie, je suis opposant. C'est plus facile aujourd'hui d'être opposant même que d'être autre chose. Donc en cela, je dis, et il y a eu ce son de cloche là qui a entraîné aujourd'hui ce qu'on appelle le départ de Olivier Ama en exil aussi. Faut-il que cela soit vérifié. Donc pour moi je me dis, on a traqué aussi des opposants qui ne sont pas également Kabylie comme lui. Mais ce qui est sûr, tout le monde est libre de choisir sa sensibilité politique. On la respecte, mais il ne faut pas jouer sur la fibre ethnique pour vous donner de la valeur. Moi, je voudrais juste préciser que le contexte togolais est imprévisible. Quand il parlait à l'instant d'un commandant courageux, qu'il connaît, qui a finalement pris la clé des gens, ça voudrait prouver à suffisance que Olivier Ama peut-être ne sait pas ce qui peut l'arriver demain. À tout moment, on a pris Pascal Bodjono, et lui aussi, on peut le prendre et on peut le garder comme ça pour des raisons peut-être inutiles. Donc, d'autant plus qu'il ne se reprocherait rien. Donc, quand le contexte est imprévisible, vous allez également vous mettre dans un contexte ou dans une posture où il vaut mieux vous sauver que vous laisser prendre. Parce que vous ne vous reprochez rien. J'ai volé un mouton et je sais que chez nous, on dit nous volons les deux en Togo. Je sais qu'à tout moment, on peut venir me prendre. Donc, si on vient me prendre... Chez vous, on dit quoi? Chez nous, on dit, nous vont les donner à Togo. Quand tu es allé prendre la chèvre, tu sais en même temps que le propriétaire de la chèvre viendra chercher. Donc, tu as déjà tes oreilles aux aguets. Donc, le gars, lui, n'a rien fait, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais... il se peut qu'il n'ait rien fait. Maintenant, quand on a adressé une convocation, au Togo, quand on adresse une convocation à tout moment... On ne spécifie pas, on doit spécifier. On doit spécifier. Et s'il y a un mandat d'arrêt, on doit vous le préciser, signifier également. Au Togo, on n'a rien dit à Pascal Bodjono. Il est allé... Même il a même déposé une requête, sans avoir visionné la requête, on le prend. Donc Olivier Ama peut-être aussi a peur de tomber dans le même piège. Non, ce qu'il faut dire, moi je voulais c'est une réalité. Si ce sont ces positions politiques, moi je crois que ce n'était pas la peine de prendre la... C'est pourquoi je dis peut-être qu'il y a autre chose que nous qui n'a pas été signifié clairement. Oui, que nous ce qui peut le motiver à quitter. Sinon, s'il y a un baromètre pour mesurer qui est plus opposant au Togo, ce n'est pas Olivier Ama. Et donc, ce n'est pas autour de lui le danger plane plus qu'un Favre ou une autre personne. Là, on sait quand même comment son engagement au côté politique peut aussi gérer des gens. On a vu en 2002 ou 2003, lorsque Perret a sorti son brûlot et finalement on l'a exclu de rassemblement. Perret est resté au pays. Et il est revenu au Balka. Il est resté au pays. Mais ce qui est sûr, il est resté. Ça dit quand c'est la politique que vous voulez faire, ça se fait au pays. Quand vous prenez la clé des champs, vous vous fragilisez. Maintenant, dans le cas d'Olivier Ama, je me dis que si c'est pour ses convictions politiques, c'était une erreur de partir. Voilà. Mais s'il y a autre chose qui expose sa vie, c'est ce que je dis, qui expose sa vie, c'est pourquoi je dis, et en amont, il y a eu des éléments. Voilà. Quelqu'un nous a dit sur une radio de la place qu'il y a un complot contre tous ceux qui s'opposent, tous les Kabylie qui s'opposent à Faure Gnassingbé. Et c'est pour cela que je dis, parlant d'opposants Kabylie, ce n'est pas inédit avec Abbas Kabwa ou Olivier Ama. Il y en a eu, même plus dur, à un moment donné où ce n'était pas facile de s'afficher comme opposant. Allez demander aux Péré ce qu'ils ont enduré. Allez demander ils sont nombreux. Donc, si c'est les convictions politiques, je crois qu'il faut avoir les couilles, comme lui-même il en a l'habitude de le dire, pour rester au pays, faire de la politique. Voilà. Mais s'il y a autre élément que nous ne maîtrisons pas et que lui-même ayant fait le milieu, c'est que ça risque de lui coûter cher et il prend la clé des champs. Là, c'est une question de survie. Voilà. Nous allons avancer dans le débat, chers confrères, avec cette grève des douaniers. Nous avons également appris, c'est en milieu de semaine, que tout le corps de la douane était en grève. Pourquoi? Nous allons le découvrir dans ce reportage. Voilà l'ambiance qui régnait ce mercredi matin devant les locaux de la douane au port autonome de Lomé. À l'intérieur, les guichets ouverts, les agents de la douane bien en place, mais personne ne travaille. Conséquence, les déclarants en douane bouillonnent au dehors et dénoncent ce qu'ils appellent la confusion autour de l'OTR. On est là, les gens traînent avec leur argent, il y a la caisse qui sont installées là pour payer, on ne paye pas. On nous dit d'aller dans une banque payer, ils s'en vont, les gens prennent l'argent pour aller payer, ils disent que non, eux ils ne prennent pas, ils nous renvoient. Et tout est devenu, on ne sait même pas comment qualifier ça, c'est devenu une panique.
Et les gens sont là, debout, restés toute la journée, dire on n'a rien fait. L'État a signé un contrat avec un système qu'on appelle OTR. C'est OTR qui dit que c'est lui qui gère la douane maintenant, les activités de la douane. Et c'est lui qui gère aussi les agents de la douane. Eux aussi, ils n'ont même plus la force. Jusque-là, ce qu'on est en train de faire là, ils ne comprennent même pas. Les réformes qui sont là, on ne comprend pas. Aujourd'hui, nous voulons que la douane travaille avec l'OTR. Ils n'ont qu'à planifier leurs réformes sans l'UPRAD et Segus. On demeure toujours ici. Ça continue jusqu'à la table de négociation pour trouver des solutions à ce problème-là. Ce mouvement de débrayage et de paralysie fait suite au mot d'ordre de grève qu'avait lancé le syndicat national des douanes ce mardi. Nous faisons ce qu'on appelle la grève de zèle. Ça veut dire que chaque agent est en poste à son bureau, il est assis, mais ne travaille pas. Voilà, c'est ça la grève de zèle. Il faudra que cette mise en place ait un visage humain. Une réforme s'adresse avant tout aux hommes, et c'est aux hommes de faire la réforme. En clair, les responsables du syndicat des douanes dénoncent la procédure de la mise en place et le fonctionnement de l'Office togolais des recettes qui, selon eux, risque de sacrifier les agents de la douane. Et voilà, premier jour de grève, les voici tous dehors, les déclarants en douane, et pour cause, les douaniers qui sont au poste, mais qui ne travaillent pas. Et donc, les déclarants en douane qui promettent continuer ce mouvement de débrayage jusqu'au jour où la négociation bien faite, selon eux, aura lieu. Attendons voir jusqu'où ce bras de fer ira. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission de Point Fabrice Ekpetiezi, directeur de publication du journal Le Libéral, et Ambroise Ponjo, journaliste et analyste politique. Fabrice, vous venez de suivre ce mouvement d'humeur au sein du port autonome de Lomé. Déjà, premier commentaire d'entrée de jeu. Oui, d'abord, c'est vrai que nous avons eu écho de ce mouvement d'humeur-là et on nous a parlé des douaniers qui étaient en grève. Voilà. Et après, l'OTR, puisqu'aujourd'hui la douane n'existe plus comme ça en tant qu'entité, c'est fusionné au sein de l'OTR. L'OTR a sorti un communiqué pour dire que les agents de l'OTR, aucun agent de l'OTR n'était en grève. Alors, que sont ceux qui étaient en grève? Nous sommes allés aux informations et en réalité, ce sont les déclarants en douane, ceux qu'on appelle communément les transitaires et qui sont ambulants. Tous ceux qui côtoient un peu les parcs au niveau du port autonome de Lomé les connaissent. C'est des gens qui travaillent, qui font leurs petites affaires avec les douaniers sur place et autres. Et donc, avec les changements qu'imprime l'OTR et surtout Segus par rapport au guichet unique et tout cela, et puis ils ne se retrouvent plus dans ce qu'ils faisaient comme business au niveau du port. Et donc, ce sont eux en réalité qui manifestaient. Sinon, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, le syndicalisme, le droit de grève et autres, quand vous faites partie d'une entreprise et vous voulez faire une grève, vous donnez un préavis à l'employeur. Vous lui dites, voilà, nous risquons d'entrer en grève dans 48 heures ou 72 heures, ça dépend si ceci n'est pas fait. Et maintenant, l'employeur ouvre des négociations pour voir si vous pouvez trouver un intérêt d'entente. Quand ce n'est pas trouvé et ça arrive à échéance, vous entrez en grève. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de syndicat au niveau de l'OTR qui vient de créer. Donc cela voudrait dire que ce serait un peu difficile. Alors là, ça va être une grève un peu sauvage. Et les grèves sauvages, on sait ce que ça entraîne comme conséquence. Les gens viennent d'être redéployés, c'est un peu difficile qu'on en arrive là. C'est pour ça que vous allez voir dans votre reportage, vous allez constater que les agents étaient à leur place. Est-ce qu'ils travaillaient ou pas? Ils ne travaillaient pas parce que... Oui, mais officiellement, c'est pour ça quand vous tentez, tous ceux qui ont... expliquer ça? Oui, c'est-à-dire tous ceux qui ont tenté de donner la parole aux douaniers pour qu'ils disent, ils font toujours de telle sorte qu'ils ne prononcent pas le mot grève. Voilà. Parce qu'en réalité, ça ne répond pas selon... le code du travail, ça ne répond pas. C'est un syndicat qui lance une grève. Et le syndicat que vous avez affiché tout à l'heure et celui qui a pris la parole, c'était un douanier et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un redéploiement. Voilà. Et ce monsieur ne travaille pas à l'OTR. Il n'est plus douanier.
Et son syndicat, c'était un syndicat qui existait à l'époque où la douane existait en tant qu'entité. En gros, avec l'ETR, la douane n'existe plus, on ne doit plus avoir de douane au Togo. Mais c'est fusionné avec les deux régies financières sont fusionnées et autres. Il y a certains qui font... Mais ce qui est sûr, avec l'OTR, c'est une autre entité. Oui, mais comment expliquer alors que les guichets soient fermés et que les gens ne travaillent pas? Est-ce que je peux parler au moins? Oui, que les guichets... Mais ce qui est sûr, c'est-à-dire une grève, c'est un droit et ça ne se cache pas. Et donc, il faut qu'un syndicat dise, voilà, nous lançons une grève et que les gens disent, voilà, nous sommes sur le terrain, nous allons en grève. Parce que je vous donne un exemple. La grève, c'est quoi? De façon classique, définition terre à terre, la grève, c'est la cessation du travail pour un moment donné. Maintenant, quand vous n'avez pas ce travail, bon, comment vous allez faire votre grève? Et le monsieur que vous avez passé tout à l'heure, il est à la tête d'un syndicat. Il n'a pas postulé pour être aujourd'hui douanier, agent de l'OTR. Et donc, comment il peut cesser de travailler s'il n'a pas un travail? C'est un peu ça, la difficulté dans ce qui s'est passé. Donc en réalité, c'est les transitaires ambulants qui, voyant leur intérêt mis en cause par rapport aux nouvelles réformes qui sont faites, qui faisaient ce mouvement d'humeur, selon les informations que nous avons reçues. Oui, je ne partage pas totalement les analyses de mon confrère Fabrice. Vous savez, la grève peut prendre plusieurs formes. Il peut y avoir une grève silencieuse, il peut y avoir une grève manifestée. C'est ce que nous avons vu avec les taximens, nous voyons souvent avec les élèves et autres. Ici, c'est un abus de langage. Oui, peut-être, mais ça s'est passé quand même chez nous au Togo. C'est un mouvement, mais c'est pas une grève. Oui, je n'en connais pas. Mais eux, ils l'appellent grève. Même si c'est dans le langage officiel, ce n'est pas une grève. Nous, on ne doit pas... C'est-à-dire la grève, c'est la cessation du travail pour une période donnée. Si on s'en tient à cette définition, je ne vais pas envoyer un élève... Ce n'est pas ça qui est essentiel pour mon développement. Moi, ce qui m'est important, c'est la définition qu'on donne à la grève. Les douaniers n'ont pas travaillé. Ils ont été au poste. C'est la manière dont ils ont défini leur grève. Ils n'ont pas travaillé. Et la cessation du travail, là, même étant au poste, a affecté les déclarants en douane ou les transitaires, comme on les appelle communément. Ce qui fait que c'est eux plutôt qui ont bouillonné. Parce que quand il faut sortir les marchandises des conteneurs, il doit y avoir des papiers. Il faut qu'il y ait des douaniers qui interviennent dans ce mécanisme-là, dans ce processus-là. Mais il se fait qu'un des maillons de la chaîne n'existe pas, il doit forcément y avoir un mécontentement. C'est ce que les transitaires ont fait. Maintenant, revenons sur la légalité même du syndicat ayant demandé cette grève. Vous savez, l'ETR a été créé comment? L'ETR a été créé avec pour objectif de renflouer, de maximiser les recettes de l'État. Ça, on n'en disconvient pas. Et les deux régies, l'impôt et la douane, ont été associés. Pour le faire, le syndicat qui existait avant, tant qu'on n'a pas encore fini de le déployer, les anciens agents de la douane et des impôts, je crois que ce syndicat-là ne peut pas avoir une fin. Parce qu'il faut d'abord attendre de voir les mêmes personnes qui sont aujourd'hui retenues et ceux-là qui n'ont pas encore été redéployés et qui sont toujours dans l'administration. Et il y a des gens qui sont à la maison qui attendent. Rien n'a encore été clair dans la refondation de l'ETR et tout en laissant les anciens régis. Mais que vont devenir les membres de ce syndicat-là? Le syndicat n'est pas mort. Le syndicat existe parce que les membres existent. Puisqu'il y a des gens qui sont déjà dans l'ETR, il y a d'autres qui n'ont pas encore été redéployés. Donc, la défense des intérêts moraux et matériels des membres continue toujours en attendant que l'ETR déballe tout son processus et que tous les agents qui n'ont pas encore été redéployés le soient faits avant qu'une certaine mutation au niveau du nord du syndicat soit changée au profit de l'ETR. Oui, vous avez vu un peu la contradiction dans les propos de Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que... Il n'y en a pas. Quand vous êtes travailleur, quand vous êtes par exemple licencié abusivement, vous ne faites pas une grève. Vous saisissez le tribunal du travail ou alors les associations de défense des droits de l'homme et autres. Puisque la grève... Il y a un licenciement? Non, c'est ce que je dis. Vous dites que les gens ne sont pas encore redéployés. Oui. Ils n'ont pas encore occupé des postes. Le processus n'est pas encore fini. Oui, comment ils peuvent cesser de travailler s'ils n'ont pas le travail? C'est ça le problème. Surtout que les gens attendent. Les gens n'ont pas encore de réponse. Ils n'ont pas de réponse à leurs attentes qui durent déjà à la maison. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que ce syndicat peut faire, s'il considère qu'il y a eu abus dans ce qui a été fait, mais c'est devant les tribunaux du travail ou à même saisir le BIT ou je ne sais quoi, que ça peut se faire. On leur a promis quelque chose. Oui, mais ils ne peuvent... C'est ce que je dis. Je ne dis pas que ce qui a
été fait est bien pour eux. Ils peuvent estimer avoir été lésés. Mais quand aujourd'hui vous êtes employé à RTDS, si tout à l'heure on vous sort une note de licenciement, on dit vous ne faites plus partie, mais ce que vous allez faire pour rentrer dans vos droits, ce n'est pas une grève. Puisque la grève, pour vous, c'est comme vient ce dimanche et puis vous n'êtes pas là à votre poste. Là, ça a un impact. Mais si on vous dit que vous ne faites plus partie de l'entreprise, ce que vous évoquez, c'est la forme. Ce que Fabrice évoque, c'est la forme. Maintenant, c'est les mêmes agents. Vous avez vu, heureusement que nous sommes sur une télé, vous avez vu les pancartes qu'ils ont brandies. Ils n'ont pas mis l'OTR, ils ont mis UPRAD et puis Ségus. En fait, c'est des dispositifs qu'on a mis en place et qui risquent de causer beaucoup de tort à ces transitaires ambulant. Moi, je ne le trouve même pas. Au niveau c'est une réforme un peu brusque. Hein, oui, bien sûr. C'est une réforme qui fait du mal. Et vous pensez que les attentes... Et aujourd'hui, le syndicat dont on parle, mais ce syndicat-là a des soutiens, même des gens qui sont déjà redéployés au niveau de l'OTR qui travaillent. Parce que quand vous regardez dans ça, il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Donc, mais ceux qui sont redéployés, ils ne veulent pas agir à visage découvert. Lui, il agit à visage découvert parce qu'il n'a rien à perdre, parce qu'il n'a pas postulé. Donc, on ne peut pas. Daniel, et donc, moi, je me dis, aujourd'hui, leur action, ça va être beaucoup plus productif s'ils allaient plutôt devant les tribunaux du travail. Pour ceux qui ne sont pas redéployés. Mais maintenant, ceux qui sont redéployés, il faut qu'ils s'organisent au sein de l'OTR pour peut-être créer un syndicat ou alors faire une grève sauvage. Et là, ça aura un impact. Mais sans ça, quand vous n'avez pas le travail, c'est un peu difficile de dire que vous cessez de travailler. Heureusement qu'il a dit une chose. Qui dit qu'un cabrimon n'a pas peur de couteau, à peu près. Parce que le gars parle à visage découvert. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le contexte togolais ne permet pas certaines choses. C'est ce qu'il a voulu dire. Et le corps des douaniers, par exemple, est un corps paramilitaire. Et tout ce qu'on parle de paramilitaire, la grève ne se fait pas un beau jour. Vous ne vous levez pas un peu matin comme ça, vous n'avez pas fait grève. Mais eux, ils ont fait un effort. Les gens sont allés au boulot, mais ils n'ont pas travaillé. C'est ça une grève silencieuse. Maintenant, quand il me dit que le syndicat n'est pas régulier, quand est-ce qu'on a commencé par le TR? Le TR n'a pas encore fini son travail. Et les gens, tout le monde n'a pas encore été redéployé. Le syndicat ne peut pas mourir comme ça. Et prendre le nom de l'ETR tant que l'ETR n'a pas encore pris corps et forme. Donc, tout ce qu'il dit, il évoque la forme. Maintenant, le fond, c'est les revendications matérielles et moraux des droits des travailleurs. C'est ce que les gens demandent. Ils se considèrent toujours comme étant membres de l'ETR. Rapidement, ce sujet aussi, parce qu'on va parler encore de grève avec les conducteurs de taxi. On va jouer l'élément rapidement et tout juste après, on va venir faire un dernier tour de table avant de rendre l'antenne. Des véhicules stationnés à perte de vue en pleine rue. Un peu plus loin, des barricades érigées pour bloquer la circulation. Plus tard, les forces de l'ordre se livrent à les dégager. On n'est pas du tout les bienvenus ce jeudi matin lorsqu'on est passager à bord d'un taxi en provenance d'Agoué pour Lomé. Nous sommes sur le boulevard Eyadema, dans les parages de la cité OUA. C'est la grogne des conducteurs de taxi. Colère qu'ils expriment contre les nouvelles formes d'exigence sur leur permis de conduire. Il n'y a pas le sens dans les stations. Comment nous, les taximans, on va travailler? On demande de changer l'ancien permis. Ils demandent que les chauffeurs font se charge, que les pièces sont permis. Ils écrivent le chauffeur jusqu'à 20 000, 25 000. Quand il veut dire pardon, il dit 30 000. Il n'y a pas pardon. Je sors de ma maison pour chercher le petit frère là, pour ma famille. Mais non, on va voler, mais je ne comprends pas. Je veux aller voler. On ne vole pas. Le permis c'est un diplôme délivré par l'État. Jusqu'à alors là, c'est un faux permis. Ce sera au moins 5 000 comme ça à notre portée. Maintenant, on n'a pas l'argent pour changer. On va faire comment? Dans cette confusion généralisée, d'aucuns ne peuvent s'octroyer de passage que par un sentier détourné. Les esprits s'échauffent. Ils sont là actuellement. Ils ont raison de payer. On va laisser la voie. S'ils sortent, nous on sort. Au Togo, permis se permet. Au Ghana, c'est la même chose. Cotonou, c'est la même chose. Côte d'Ivoire, international. Au Togo, on dit permis se permet. Vous comprenez? C'est bien les yo. Les forces de l'ordre présentes sur les lieux sont obligées d'improviser des séances d'apaisement pour calmer les esprits. Je vous demande humblement de libérer nos patrons. Ils vont trouver une solution. Il faut libérer la voie. Nombre de raisons seraient à l'origine de ces mouvements de débrayage des conducteurs de taxi.
Ils évoquent entre autres la hausse des prix du carburant à la pompe, la pénurie du carburant, l'interdiction des surcharges, des contrôles répétés et à tout cela vient s'ajouter la question du changement des permis de conduire, d'où les sorties dans les rues. Voilà, dernière ligne droite de cette émission. Chers confrères, vous avez suivi un peu la grève des conducteurs de taxis, autant de revendications, notamment liées à l'augmentation du prix du carburant, à l'absence du carburant et à l'interdiction des surcharges. Des revendications légitimes, entre autres, pour certains et pour d'autres, on ne partage pas. Fabrice? Non, ce n'est pas des revendications légitimes, mais seulement il faut comprendre un peu le malaise social qu'il a. C'est-à-dire que c'est des habitudes qui sont très vieilles. Voilà. À un moment donné, c'est un peu cela. C'est-à-dire quand vous habituez les gens à une situation et un matin vous vous levez pour changer, les changements, ça entraîne toujours de ce genre de situation. Parce qu'on a vu dans ce pays les mêmes agents de sécurité tolérer la surcharge. Et à un moment donné, c'était devenu comme si c'était quelque chose de normal. Ils veulent faire la surcharge, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal, mais à un moment donné, on s'est comporté comme si c'était normal. Toi et moi, il est arrivé des situations où on est rentré dans des taxis déjà pleins. Donc, c'était conçu comme si c'était normal. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment donné, on a pris le temps de faire la sensibilisation. Et apparemment, ça n'a pas encore porté ses fruits. Oui. Donc, c'est une situation à gérer avec délicatesse. Même le changement de permis, le renouvellement, donc il faut revoir tout ça là. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Dapaon, une zone où pratiquement les gens achetaient des motos sans dédouanement et tout ça là et autres. Et aujourd'hui on dit on veut remettre ça. Ça cause problème. Ça pose problème. Donc c'est des choses normales, mais qui à un moment donné étaient tolérées. Voilà. Et quand c'était toléré même par l'autorité, ça a été toujours vécu comme si c'était normal. Et aujourd'hui quand on tente de ramener de rectifier la normale, ça pose toujours problème. On les comprend, ils n'ont pas raison, mais on les comprend. Mais il va falloir vraiment du temps parce que ça risque un peu de dégénérer. C'est pas facile pour quelqu'un de sortir le matin pour chercher son point quotidien. C'est déjà difficile et il ne faudrait pas que la paperasse également contribue à essouffler les gens. Très rapidement, Ambroise, parce que... Oui, moi je pense que tout changement se fait toujours dans la douleur. Ça, je le sais. Et quand on me parle d'un permis qui est vieux de 1980 et qu'il faut renouveler, ça aussi je suis d'accord. Mais je crois qu'il faut toujours passer par la sensibilisation en amont, tel qu'on a fait au niveau des ports de casques. Et je crois aussi que ce que je condamne au niveau de l'autorité, c'est le fait d'augmenter le prix des permis. Ça veut dire que c'est l'argent que l'autorité vise. L'autorité ne vise pas ce que forcément mon ami Fabrice a sorti. On parle de 5 000 jusqu'à 15 000. Alors qu'on connaît déjà le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Togolais. Voilà comment les gens sont en train de crier. Ça veut dire qu'il y a déjà le sang sur les yeux. Et ils risquent même d'en venir aux mains avec les forces de sécurité. Et heureusement que des fois, les forces de sécurité les comprennent. Mais je crois que ça a été trop vite. Je ne vois pas pourquoi. C'est vrai, le ministre il travaille, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de revenir. Quand on parlait entre-temps de faire les plaques immatriculées avec ça. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'est une bonne chose. Mais est-ce que il n'y a pas d'autres mécanismes? Celui qui achète une moto, par exemple, à 450 000, il sait qu'il doit faire la plaque. Il y a des gens qui ne sortent pas forcément leur moto. Mais c'est parce qu'il y a du vol, tout ça là, qui le font, c'est bien. Voilà. Mais la manière, le processus devant conduire à cela, est-ce que c'est un bon processus? Voilà. On ne sensibilise pas les gens, on surprend les gens. Ils risquent d'avoir des problèmes parce que des gens souffrent déjà à avoir un bol de maïs à manger à la maison. Voilà. Merci Ambroise Ponju d'être passé sur ce plateau. Je rappelle très rapidement que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également à vous, Fabrice Pétiesi, directeur de publication du journal Le Libéral. Merci également vous à la maison de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Point. Au revoir.